Oui, bonjour à tous. L'agriculture française se prend le mur, française et européenne, et pas que. Pourquoi on se prend le mur? On le voit comme les années précédentes et cette année. Et là, on voit une généralisation des crises, puisqu'avant, on retrouvait moins, même s'il y en avait, on retrouvait moins la viticulture et les productions céréalières, mais maintenant, on les retrouve dans le mur, comme les productions animales qui y sont depuis longtemps et beaucoup d'autres productions horticulture, maraîchage et autres. Et là, on voit bien, c'est frappant, qu'on est au bout du modèle néolibéral. Et malgré les échecs à répétition, malgré l'effondrement de la paysannerie en France, on prend les mêmes et on recommence. Alors, je prendrai un exemple dans cette vidéo, c'est l'accompagnement des pouvoirs publics, souvent via la Banque publique d'investissement. Je vous en avais déjà parlé, que le modèle agricole était en cogestion avec la FNSEA et le gouvernement et les gouvernements. Parce qu'avant Emmanuel Macron, c'était pareil. Donc je vais vous parler de l'entreprise, le concepteur et producteur de solutions à base d'acides aminés destinés aux animaux d'élevage, aux volailles, aux porcs et aux poissons, qui est une entreprise qui est à Amiens, qui est Eurolycine. Eurolycine d'Amiens, leader européen dans les acides aminés. D'accord? Donc une filiale du groupe Avril. Donc il y avait à cette réunion le ministre de l'Industrie, Monsieur Sébastien Martin. Il y avait Arnaud Rousseau, puisque c'est une filiale du groupe Avril. Voilà. Et donc, 40 millions d'euros seront apportés par le groupe Avril, puisque c'est une filiale du groupe Avril. Le groupe Avril est actionnaire. Et l'État est en cogestion. De son côté, va apporter 30 millions d'euros, puisque le ministre délégué à l'industrie nous explique que c'est une entreprise stratégique pour la souveraineté alimentaire, donc il faut la soutenir. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Depuis, on va dire les années 60, mais un peu plus tard après, ça s'est accéléré. Il y a toujours eu la cogestion avec le syndicat. Alors, faut pas l'appeler syndicat majoritaire. Je vois encore des gens qui l'appellent syndicat majoritaire. C'est pas le syndicat majoritaire, c'est le syndicat qui est en cogestion avec les pouvoirs politique, régionale, départementale, nationale, mais il représente autour de 22% des agriculteurs maintenant, 22-23, hein, puisqu'une partie ne vont pas voter. Donc en fait, non, c'est pas le syndicat majoritaire, c'est le syndicat qui a la représentativité et qui est reçu au niveau des instances décisionnaires politiques, nationales et européennes, mais ce n'est pas le syndicat majoritaire. Alors, à travers cet accompagnement, bah, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on reste dans le même modèle et globalement, on a les solutions. On a les solutions, on devrait être les pionniers en France à changer de modèle, hein, avoir des prix de souveraineté nationale, revenir avec des exploitations à taille familiale qui globalement, quand on additionne tout, serait beaucoup mieux pour l'environnement, beaucoup mieux pour les emplois, des emplois non délocalisables. Et si on calcule en global, eh bien, on serait gagnant. On aurait moins de coûts de logistique, on aurait moins de problèmes sanitaires, parce que plus on va concentrer les élevages, des gros élevages, soit que ça soit en Bretagne, peu importe, des grands poulaillers, quand on est touché par le sanitaire, vous voyez ce que ça donne, quand il faut abattre pour la grippe aviaire, voilà, ou les troupeaux, vous voyez ce que ça donne. Donc l'aspect sanitaire est loin d'être négligeable. Donc dans un schéma de prix de souveraineté nationale, avec des exploitations agricoles réparties sur les territoires, bah, on minimise une partie de ce risque sanitaire, qu'on le veuille ou non, parce que c'est des élevages plus petits, moins concentrés, quand dans une zone, il y a très très longtemps qu'on avait soulevé le problème, nous, avec Pascal Massol en 2009, avec l'Association des producteurs de lait indépendants, où on avait interpellé les pouvoirs politiques de l'époque, c'était sous les gouvernements, beaucoup Bruno Le Maire à l'époque, Sarkozy, et on leur expliquait que s'il venait une crise sanitaire majeure et qu'on concentrait les élevages sur un département, c'était une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. Mais ça, non. Alors, ils continuent dans le même système, donc ils concentrent là, si rien ne change. Je peux vous dire vers quoi on est parti en France et ailleurs, hein. On est parti sur du
100 000 exploitations agricoles, allez, 100, 120 000 hein, exploitations agricoles, assez rapidement. Parce qu'on arrive à perdre, on a perdu 100 000 exploitations en 10 ans. Et là, on va aller plus vite que ça, parce qu'il y a la pyramide des âges. L'âge moyen des agriculteurs est assez élevé, plus de 52 ans. Donc, on va descendre autour de 100 000 exploitations agricoles, avec des exploitations concentrées, vous voyez, c'est le sens de la loi du plomb. Faire des grands élevages de poules, des grands élevages de tout, de tout, de tout. Concentré. Pourquoi concentré? Alors concentré pour les économies d'échelle, pour l'industrie agroalimentaire, pour où ils ont leur site de transformation, abattoir, laiterie, peu importe, il faut les concentrer dans des territoires donnés. Vous avez déjà vu que il y a toute une partie de la France, dans certains territoires, où il n'y a plus d'agriculture. Parce que les abattoirs vont déserter ces régions-là, les laiteries aussi, tout, ils vont déserter ces régions-là, ils vont aller se concentrer sur des pôles où ils vont mettre des gros élevages, proches souvent aussi des accès autoroutiers ou des voies de chemin de fer, des accès faciles, d'accord, pour l'exportation et autres. Mais une fois que vous avez réduit les paysans, comme on les a réduits, il était plusieurs millions à la sortie de la guerre, hein, et on est autour de 400 000 paysans, mais moins d'exploitation. Exploitation, on est autour de 285, 290 000. Une fois qu'on a fait ça, vous avez vu ce que sont devenus les paysans, on les a concentrés, on continue de les concentrer, des endettés, de ne pas les rémunérer. Mais une fois qu'on a regroupé des gros outils sur des pôles comme la Bretagne ou autres, on les a concentrés pour répondre à la logique économique des outils de transformation. Ça, c'est une concentration pour l'industrie agroalimentaire. Mais une fois que ça a été concentré, l'industrie agroalimentaire, dans une zone donnée, la France, c'est un territoire qui va de Lille à Nice en passant par Marseille, etc. Donc, il faut bien les distribuer, les produits, même s'ils sont transformés, une grande partie, par exemple, en Bretagne. Il faut les répartir sur tout le territoire. Et là, le coût de transport, la logistique, il est de combien? Donc, on nous prend vraiment pour des imbéciles, on serre le cou des paysans, on les concentre, on va les amener, le schéma c'est celui-là, c'est de nous amener toujours à produire plus. Surtout, ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est que l'enjeu pour les agriculteurs de demain, c'est bien de reprendre la facture et d'avoir un prix de souveraineté nationale qu'on peut avoir, hein, au niveau français, voire même au niveau européen. C'est pas très compliqué. C'est des décisions politiques relativement simples qu'on vous dira dans les mois à venir, puisqu'on sait qu'il va y avoir des élections présidentielles, et là on va en parler. Il n'y a pas besoin de faire des grands discours, des trucs extravagants, non, non. On a ce qu'il faut chez nous dans nos textes de loi. Il y a la solution, c'est une volonté. C'est juste une volonté. Parce que là, concentrés comme ils font là, ils détruisent la paysannerie, et l'enjeu justement, il est là. Soit on reste dans ce schéma-là, on concentre toujours avec moins d'éleveurs, moins d'exploitation, des fermes plus grandes, avec de l'énergie, de la méthanisation, du panneau solaire. On concentre, et on fait des grosses unités, des très grosses unités, hein. On va ensuite, maintenant, les GAFA, les compagnies d'assurance, les banques, pour leur empreinte carbone, si vous n'êtes pas au courant, je vous l'apprends, se mettent à acheter des exploitations agricoles ou les louer. Eux, c'est pour leur empreinte carbone. Donc vous allez avoir des zones, si rien ne change, hein, où on va concentrer les outils de transformation dans des zones où il y aura des potentiels de production énormes, des usines agricoles, avec des réseaux routiers adaptés. Dans le reste de la France, on va planter des forêts, ou certaines entreprises type GAFA vont utiliser des zones moins productives qui vont complètement se désertifier. Elles le sont déjà. Où certains viendront investir pour la chasse, pour planter en bois, pour l'empreinte carbone. L'agriculteur, il sera rémunéré pour ça. La terre, elle sera louée, ou alors ils la jetteront directement le foncier si les agriculteurs veulent les vendre. C'est ça vers quoi on va s'il n'y a pas de changement. Nous, les autres pays, hein. C'est des schémas des mondialistes. C'est des schémas de la finance mondialisée. Donc c'est quoi? C'est est-ce qu'on veut rester paysan apporteur de minerais? Parce que là, on est dans un statut paysan apporteur de minerais. On est des apporteurs de minerais. La preuve, on n'a pas notre facture, on n'a pas de revenus. Je vous l'ai dit, 82% des paysans gagnent moins du SMIC brut. Et encore, si on faisait un audit, chose que je demande,
je pense que je serai encore surpris. Donc là, aujourd'hui, on est des apporteurs de minerais. Soit on reste des apporteurs de minerais, ils continuent leur déroulé, c'est-à-dire qu'on va être de moins en moins nombreux, bah, un endettement plus important forcément, parce qu'on sera moins nombreux. Donc l'endettement par exploitation, il sera plus important, parce que quelqu'un qui aura 400 hectares, il n'aura pas les mêmes encours bancaires que quand on en avait 80. Donc on va se fragiliser, on va se fragiliser, hein. On n'aura pas de revenus, on va répondre à qui? On va répondre à la demande, hein, de la logistique, de l'agroalimentaire, des bénéfices de l'agroalimentaire, bien sûr des grandes et des moyennes surfaces, le monde politique en cogestion qui marche main dans la main avec ces gens-là. Donc, soit on est paysan, petits soldats, apporteurs de minerais, soit avec un groupe de personnes, avec d'autres personnes, avec des politiques, avec des élus locaux, avec, il existe une autre alternative, avec plusieurs degrés de vitesse. Tout le monde n'est pas obligé d'enclencher la vitesse le premier jour. Mais il existe une autre alternative. C'est certain. Et elle coûte rien. Elle coûte rien. Elle coûte rien du tout. Hein. Il faut serrer la main aux consommateurs et aux élus. Et c'est du gagnant-gagnant si on compte les externalités négatives. Après, pour le mettre en place, il faut un accompagnement public. Parce que s'il n'y a pas l'accompagnement, les agriculteurs ne vont pas le faire. C'est une opération zéro, enfin même pas zéro, bénéfique pour l'environnement, pour les consommateurs, pour la population, pour la santé des gens, pour la sécurité sociale, pour la sécurité sociale. L'alimentation, c'est la santé. C'est sûr et certain. Simplement, il faut enclencher la machine et il faut un programme, on va dire, de conversion sur 5 à 7 ans. Ça peut être 7 ans. Parce que les agriculteurs, ils n'ont pas été formés à ça. Et pour prendre ce virage, ça prend parfois du temps. Donc, il faut les amener vers un changement de modèle sans quoi rien ne sera possible. Voilà. Et j'ai parlé du sanitaire, j'ai parlé de la distribution, la logistique, je vous l'ai dit, réfléchissez bien. Quand l'agroalimentaire est concentré sur une zone ou une région, après, il faut redistribuer les produits. Donc, quand vous faites le coût total, hein, et que vous avez vidé les paysans sur des territoires entiers, et ben, quand vous faites le coût en global, moi je parle le coût en global, ben, c'est du perdant-perdant, le système dans lequel ils nous ont mis. Donc, demain, et le problème des subventions. Les subventions à l'agriculture faussent toutes les données économiques. Alors, depuis 92, mais même avant, parce qu'avant, ils finançaient les organismes stockeurs. Mais ça s'est aggravé depuis 92. Et ça continue. On subventionne tout et n'importe quoi, en aveugle, pour avoir une agriculture dite industrielle et répondre sur les marchés internationaux. La solution, elle n'est pas là. Voilà. Donc, le problème des subventions est un problème, hein, qui nous déconnecte du ratio économique réel pour vivre normalement, hein, et assurer le renouvellement des générations dans des conditions de travail et des salaires en adéquation avec les attentes sociétales. C'est ça la vérité. Le modèle, il faut le changer pour qu'on soit remplacé par nos enfants, nos petits-enfants ou des voisins, les néo-ruraux. Mais pour qu'on soit remplacé, il faut qu'on ait un modèle agricole vertueux, en adéquation, pardon, avec les attentes sociétales. Donc, en adéquation avec les attentes sociétales, ça veut dire avec un salaire. Bon, avec un bénéfice d'entreprise virtuel, qui sert à payer des impôts et de la MSA. Non, il faut un salaire. Le salaire, c'est le fruit de notre travail. Il faut un salaire réel et pas un salaire adossé à 100 heures semaine. Parce que les nouvelles générations, ils ont compris, surtout les fils de paysans, ils ont compris qu'il n'allait pas faire 100 heures pour se prélever 1 800 € ou 1 500 € ou 800 €. Ils l'ont compris. Et c'est bien. C'est une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est une bonne évolution. Que les jeunes, ils refusent de travailler sans être rémunérés. Donc, sur ce, c'est la fin de ma vidéo. Voilà ce que voulais vous dire. Le mot de la fin. Soit on reste paysan, alors il y en a qui disent on est agriculteur. Bon. Soit on reste paysan apporteur de minerais, soit on reprend notre destin en main avec des prix de souveraineté nationale dans lequel sera la gestion des volumes, parce que sans gestion des volumes, c'est même pas la peine de démarrer quoi que ce soit,
ça sert à rien du tout. Mais ça va de pair avec la facture. Je vous remercie, à bientôt.